Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des dinosaures. Alors dinosaures ça vient du mot deinos en grec. Oh là là, attends, 2 secondes. Alors déjà, j'ai pas fini de préparer ça. Puis en plus tu commences comme ça, ni bonjour ni merde, les gens ils savent pas quitter. Bah non, mais on rentre direct dans le vif du sujet. Ouais, non mais vraiment c'est hyper abrupt. Et puis en plus on commence, on a même pas... Jacques il est pas arrivé, enfin je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce qu'il branle, ça fait Et minutes qu'on il se l'attend. prépare dans les loges. Ah, mais il est là lui. Non, la salle de bain. Ah, je suis là. Ça y est, là, ça tourne? Vous avez commencé votre émission de merde? J'ai lancé, on peut y aller. Non, écoute, on en a déjà parlé. Vulgarisation scientifique, ça veut pas dire vulgaire, ça veut dire culture. Oui, Ok. D'accord. Culture, connaissance. Ah, ok, on fait comment? Ok. Mais là, Alors, je proposais, avant qu'on commence à faire tes blagues, donc on pourrait se présenter, juste pour que les gens sachent où ils cliquent, ce qu'ils font ici. Toi, au moins, tu pourrais te présenter, vu que c'est toi qui monte l'émission et tout ça. Donc, Allez, ça marche. pour commencer, Vas-y. Bonjour, Maxime Labatte. Je suis dans ce cube blanc, ici, pour vous parler de science, pour vous parler de culture scientifique, de l'histoire des sciences, de l'avancée des connaissances, jusqu'aux connaissances les plus modernes, les plus contemporaines, l'actualité scientifique qui, au fur et à mesure, change notre regard sur le monde. Et je serai accompagné dans cette tâche des 2 zouaves que vous venez de voir juste à l'instant. C'est bon? ouais, non, c'est bon. Je suis pas sûr pour Zouap, mais vas-y. Ce premier épisode va vous parler des dinosaures. La science qui s'intéresse à l'étude des dinosaures, c'est la paléontologie. Et paradoxalement, c'est une science assez récente. On ne parle que de millions d'années en paléontologie, alors que, imaginez, le terme même de dinosaure a été inventé par Richard Owen en 1842. Dinosaure, c'est 2 mots en grec mélangés. Deinos, qui veut dire gigantesque, terriblement grand, et sauros, qui veut dire lézard. Et comme souvent, en biologie, ils ont mélangé les 2 noms, et du coup ça fait dinosaure, terriblement grand, lézard. Sauf qu'en fait, il y a plein de dinosaures qu'on a trouvés maintenant qui sont pas grands, et puis qu'en plus, c'est même pas des lézards, en fait. D'accord, alors du coup, c'est pas des lézards. On appelle ça quand même des lézards? Mais je comprends rien. Alors on a regardé le nom de dinosaures parce qu'on va pas changer de nom tous les 2 jours. Faut imaginer que la paléontologie arrête pas de reclasser les différentes familles les unes par rapport aux autres, de dire finalement ils descendent pas les uns des autres, en fait ils étaient cousins. Enfin, je vous dis là où on en est, peut-être qu'un jour ça changera. Mesdames et messieurs, ceci est un arbre phylogénétique. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu d'abord une bifurcation avec les lézards, puis une bifurcation avec les crocodiles, et qu'on a fini par tomber sur les dinosaures. Mais que ce sont des familles complètement différentes. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que tous les dinosaures ont disparu il y a 65 millions d'années, au moment où s'est pris une énorme météorite. Ça c'est... tout le monde le sait, c'est sûr. Sauf si, en fait, ils ont disparu à cause d'un énorme volcan qui aurait explosé régulièrement pendant des siècles et des siècles en Inde. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont disparu et que maintenant, on n'est plus dans l'âge des dinosaures, on est dans l'âge des mammifères. Top. À quelle classe appartient le plus gros animal terrestre vivant aujourd'hui? Les mammifères. Correct. De nos jours, à quelle classe appartient le plus gros animal marin? Les mammifères. Oh ouais. Sauf que, en fait, non. En fait, il reste encore des descendants des dinosaures qui ont survécu. Et on appelle ça, en fait, les oiseaux. Voilà. Les oiseaux descendent des dinosaures, les dinosaures sont des dinosaures survivants de l'apocalypse. Incroyable. Et il en existe 10 000 espèces sur Terre, alors qu'il n'existe que 6 000 espèces de mammifères, ce qui veut dire qu'on est encore sur la Terre des dinosaures. Je demande un recompte des voix immédiatement. Les oiseaux, les espèces, les sous-espèces, voilà, ça c'est magouille politico et compagnie, je suis désolé. Voilà. De toute façon, les oiseaux, c'est tous des... Voilà. L'âge d'or des dinosaures, c'est le Mésozoïque. Ça va de 230 millions d'années au moment où ils sont apparus jusqu'à 65 millions d'années, le moment de leur disparition. Ça veut dire qu'ils ont vécu 165 millions d'années. Alors c'est hyper dur de se figurer un peu les millions d'années, alors pour vous donner une comparaison, 10 000 ans, l'histoire de l'humanité, ça fait ça, à peu près. Le Mésozoïque, ça fait ça. 10 000 ans, 165 millions d'années.
Voilà, je sais, les millions d'années, c'est... Et pour vous boucheriser la gueule définitivement, la vie est apparue il y a 3,5 milliards d'années. D'accord, mais comment on sait ça? Alors quand je dis on sait que, faut comprendre que c'est ce que la communauté scientifique considère à partir du peu de preuves qu'elle a. Parce que des fossiles, on n'en retrouve pas tous les jours, et généralement quand on en retrouve, ça ressemble plutôt à ça. Voilà, des espèces de bouts de cailloux, de merde. Alors il y a des gens pour dire que ça c'est le bout d'un tibia de plésiosaure, et en plus ils sont d'accord ensemble. Voilà, parce que trouver un squelette entier comme ça directement dans le désert... Bon. Voilà. On va boire un coup? On est d'accord, c'est rare. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, parce qu'avec des centaines de petits bouts d'os comme ça, sur 150 ans, plus un ou deux squelettes entiers de l'animal, en le comparant avec d'autres espèces d'animaux modernes, on appelle ça de l'anatomie comparée, plus maintenant l'embryologie et la génétique, on arrive quand même à avoir des idées assez précises sur les choses. On s'amuse même à comparer les animaux d'avant avec les animaux existants. Allez, attaque! Mais malgré tout ce travail, il faut que je vous le dise, les reconstitutions de dinosaures, quand on les voit avec la peau, les cris, la démarche, c'est quand même très très sujet à interprétation. Oh là, c'est chiant comme Max, est-ce que tu vas finir par nous parler des dinosaures? Ce serait pas mal. Oui, j'y viens. L'histoire commence en 1855. Un fossile magnifiquement conservé est retrouvé en Bavière, qui, aussi surprenant que ce soit, était une ancienne île subtropicale. C'est le premier fossile d'Archéoptérix, le premier fossile sur lequel on voit des traces de plumes. Identifié par M. Van Meyer, qui le classe d'abord parmi les ptérosaures. En 1860, on découvre une plume du Crétacé. Et en 61, on découvre à Londres un nouveau spécimen, entier. Bon. Voilà. On va boire un coup? Et là, en 62, ça part complètement. Parce que qu'est-ce qu'on n'a pas publié 2 ans avant à Londres? Ça. Et le pilier de la théorie de l'évolution à ce moment-là, pour prouver cette théorie controversée, c'est de trouver enfin des formes transitoires. Une forme transitoire, c'est le mélange entre deux animaux modernes qui montrent qu'ils ont un ancêtre commun. En l'occurrence, on pensait à ce moment-là que les oiseaux descendaient des reptiles, qu'ils avaient un ancêtre commun. Ils pondent des œufs, ils ont des écailles, ça semblait un peu logique. Il fallait donc retrouver quelque chose qui soit à moitié un oiseau, à moitié un reptile. Et ça faisait vachement rire les créationnistes. Parce qu'ils disaient, ah ouais, peut-être on va trouver un crabe moitié hippopotame, ou un cheval moitié requin. Ils n'ont jamais bien compris la théorie de l'évolution. En fait, c'était un problème qui préoccupait tout le monde. Ça préoccupait même Darwin, qui a créé une partie spéciale dans son livre, Les difficultés de la théorie, pour en parler. Pour le problème spécifique des oiseaux, comment se sont-ils mis à voler? Ils volent principalement grâce à leurs plumes, alors les premiers qui ont eu quelques plumes, ils n'ont pas dû réussir à voler. C'est difficile d'imaginer un espèce d'oiseau sous chignot avec 3 plumes pourries qui essaye de s'envoler. Ce que répond Darwin magnifiquement, c'est que si on prend par exemple le cas des poissons volants, et qu'on imaginait que dans des siècles et des millénaires, ils finissent par voler complètement. Rétrospectivement, en regardant les poissons volants d'aujourd'hui, on n'aurait pas l'impression d'une forme transitoire, on n'aurait pas l'impression d'une forme imparfaite. Les poissons volants ont une magnifique manière de fuir les prédateurs. Et de la même manière, pour les premiers dinosaures à avoir eu des plumes, la plume devait avoir une fonction complètement différente, mais tout à fait parfaite pour l'écosystème et le lieu dans lequel vivait cet animal. Cette idée d'avoir un organe qui, au fur et à mesure, est détourné pour créer des nouveaux comportements, a été théorisée récemment par Stephen Jay Gould. Always look on the bright side of life. A été théorisée récemment par Stephen Jay Gould, qui est un chercheur encore en vie. Always look on
the bright side of life. Il appelle ça l'exaption. Always look on the bright side of life. Come on. C'est comment on arrive, au fur et à mesure des générations, à détourner l'usage d'un organe en le rendant de plus en plus complexe. Donc au départ, les dinosaures pouvaient très bien avoir des plumes, mais pas du tout pour voler. Par exemple, ils pourraient les avoir comme les pingouins pour se tenir chaud, ou comme les paons pour pécho des meufs, ou comme les autruches pour se ventiler par exemple. Imaginez l'évolution des plumes. D'abord les petites écailles de dinosaures qui se transforment progressivement en des espèces de petites excroissances qui ressemblent à ça. De ces petites excroissances sortent ce qu'on a appelé des barbes. Un peu comme des plumes de duvet, mais en plus simple. De ces petites plumes proto-duvet sortent des petits barbules. Les détails, c'est comme ça. Ça déjà, ça tient chaud. Ça tient chaud. Et ensuite apparaissent de nouvelles plumes. Les petits barbules vont se souder pour donner ce qu'on appelle le rachis. Le rachis, vous savez, c'est la partie centrale qui est creuse des plumes. Les plumes commencent à ressembler à ça. Et sur les petits barbules, une nouvelle mutation arrive, des petits crochets au bout qui viennent se mettre dans le barbule d'à côté qui est lui-même en forme de gouttière, ce qui permet de rendre la plume étanche. Je vous fais de près, ça... Voilà, ça ressemble à ça. Mutation incroyable, les plumes à ce moment-là ne servent toujours pas à voler, elles sont symétriques. Les plumes qui servent à voler sont un peu différentes, elles deviennent asymétriques, complètement asymétriques, ce qui permet l'importance. Bref, vous vous rendez compte de toutes les mutations génétiques différentes qu'il a fallu accumuler pour en arriver là, sans compter en plus toutes celles qu'il a fallu pour arriver aux oiseaux modernes, hein, d'avoir les os creux, qui permettent d'être beaucoup plus légers pour voler, de ne pas avoir de vessie, ni de sphincter pour faire pipi et caca en même temps, pour ne jamais rien stocker. C'est absolument hallucinant. Et chose incroyable, dans un site fossilifère en Chine, on a retrouvé les différentes étapes d'évolution de ces plumes chez des individus différents, dans l'ordre d'apparition, comme ça, magnifique, tout parfait. Non mais je crois qu'il est reparti là, il va pas nous parler de dinosaures. Ouais, j'ai une envie furieuse de cliquer sur une autre vidéo. Tous ces dinosaures appartenaient à la même grande famille, la famille des théropodes, dans laquelle on trouve notamment les tyrannosaures, les vélociraptors et les compsognathus, pour juste citer les 3 principaux dinosaures de Jurassic Park. Et je voudrais en finir avec ça tout de suite, les ptérodactyles ça n'a rien à voir. Ça n'a pas de plumes, hein, ça vole plutôt comme une chauve-souris ces trucs. En plus ça descend directement des lézards et pas du tout des dinosaures. Enfin, donc ça appartient pas du tout à la même famille, c'est 2 manières de voler complètement indépendantes. Le tyrannosaure et le vélociraptor avaient sûrement des plumes. Avec des couleurs chatoyantes et tout. Vous vous rendez compte de la différence que ça fait? Si ça se trouve, tous ces grands bipèdes carnivores étaient recouverts d'un duvet qui cachait complètement la forme de leur corps, qui leur donnait des jolies courbures. C'est possible, au lieu d'avoir des représentations comme on a jusqu'à maintenant, où c'est le squelette habillé vite fait d'une peau de crocodile, quoi. Alors peut-être que vous n'avez pas envie d'y croire que tout ça remet en cause les fondements de votre perception du monde, et je le comprends. Mais imaginez que ça va aller encore plus loin. Parce qu'on a découvert sur certains fossiles des traces de mélanosomes. Les mélanosomes, c'est ce qui produit la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur aux plumes. Ce qui fait qu'on a réussi à reconstituer les couleurs de ce petit bonhomme. En étudiant les mélanosomes fossiles comparés aux mélanosomes des oiseaux actuels. On a donc, mesdames et messieurs, le premier fossile en couleur. La question est actée, les dinosaures avaient des plumes, on en est même arrivé jusqu'à reconstituer leur couleur. La question réellement épineuse maintenant est de savoir comment en arrive-t-on à voler. Interrogeons pour cette question un spécialiste.
Assalamu alaikum. Le vol commence généralement avec des bonbons dans une boulangerie. Il se poursuit à l'adolescence avec des sacs à main et parfois même des mobylettes. Mais c'est seulement à l'âge adulte que l'individu va s'orienter vers des choses d'une plus grande valeur, comme par exemple des bijoux ou des tickets restaurants. Personnellement, je me contente de l'avion, et c'est déjà pas si mal. Laissons tomber pour les spécialistes. L'origine du vol, nous avons deux théories. Deux théories concurrentes. À ma gauche, le vol depuis le sol. À ma droite, le vol depuis les arbres, à partir d'un comportement arboricole. Le débat a fait rage pendant des dizaines d'années et un fossile fraîchement trouvé en Chine a fait avancer la question d'un pas de géant. C'est ce fossile, Microraptor. Ici, vous l'avez tout écrabouillé, aplati, mais on remarque tout de suite quelque chose, c'est qu'il a des plumes sur les bras et des plumes sur les jambes. Ce qui rend le déplacement au sol assez compliqué. Dans les arbres, on voit qu'il a deux petits crochets accrochés à ses ailes, ce qui devait l'aider dans les arbres. On a un exemple d'ailleurs à partir d'un oiseau moderne, qu'on appelle un oisin. C'est un oiseau assez rare, extrêmement bizarre, qui sous la forme juvénile, quand il ne vole pas encore, passe sa vie dans les arbres et cède grâce à des petits doigts qu'il a au milieu des ailes. C'est très bizarre comme question. Il est donc crédible, pour Microraptor, que cet animal ait passé toute sa vie dans la canopée, dans les hautes cimes des arbres, et qu'il se déplaçait d'une branche à l'autre en s'équilibrant avec ses plumes et en planant pour passer à l'arbre d'à côté, comme le fait un écureuil volant. Ça accrédite donc la thèse de 3 points pour la théorie à partir des arbres. La dernière grande découverte en date, on la doit à ce monsieur, paléontologue belge de son état, qui a découvert en Sibérie un squelette de dinosaure à plumes. Alors vous allez me dire, on a compris, les dinosaures, ils ont des plumes, ça fait 50 fois qu'ils nous en parlent. Là, mesdames et messieurs, on est en face d'un cas très grave, de remise en cause de l'ordre de l'univers. Vous avez d'un côté les saurischiens, dans lequel on trouve notamment les théropodes, dont je vous parlais tout à l'heure, et les oiseaux. Et de l'autre côté, vous avez les ornithischiens, qui donnent notamment les tricératops, voilà, et toutes plein d'autres familles de dinosaures dont vous voyez des photos défiler là actuellement, à côté de moi. On a découvert un ornithischien qui a des plumes. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que l'ancêtre commun des ornithischiens et des saurischiens aurait lui-même des plumes. Ce qui veut dire que potentiellement, tous les dinosaures pourraient avoir des plumes. Même un stégosaure. Même un tricératops, ça se trouve, il pourrait avoir un petit duvet, un peu rosé, avec des petites iridescences. Le tricératops et les stégosaures avaient peut-être des plumes. Avec des couleurs chatoyantes et tout. Alors, juste pour finir, hein, ceux qui se demandent, ornithischien, il y a bien ornithologue, il y a bien oiseau hein, dedans. C'est qu'en fait, ils ont le bassin un peu foutu comme des oiseaux. Voilà. Alors que les autres, ils ont le bassin un peu foutu comme des reptiles. Un peu foutu comme des lézards, en fait. Mais c'est pas des lézards, c'est des dinosaures. Et des dinosaures qui, pour ceux qui sont des saurischiens, vont donner les oiseaux. Les ornithischiens, ils donnent pas les oiseaux. Hein. C'est un peu... c'est juste qu'ils ont le bassin un peu foutu pareil. Voilà, si on pouvait changer les noms, on prendrait d'autres métaphores, parce que vous comprenez, là c'est un peu métaphorique, mais ça fout le bordel du coup. Je ne saurais que trop vous recommander de vous informer quotidiennement sur les nouvelles découvertes sur les dinosaures, dans des magazines, dans des livres, dans les musées. C'est absolument capital hein, si on veut trouver un appartement, trouver un travail, pécho des meufs. Je vous recommanderais aussi une très belle nouvelle d'Italo Calvino qui s'appelle L'origine des oiseaux. Comme ça a l'air d'être un grand délire, mais ce que ça dit sur l'évolution est assez génial. Et bien sûr, replongez-vous dans l'origine des espèces. Hein. Moi, je l'ai déjà lu 4 fois, c'est formidable. Alors voilà, ce premier épisode est terminé. J'espère que vous avez appris quelques trucs. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Voilà. Bon. Fais pas un peu fin de présentation M6 Un peu, mais c'est normal, c'est le premier. Enfin voilà, les gens vont comprendre, on est en train de chercher un peu la forme. Non, mais c'est bien, les explications et tout.
juste pensé à qu'on trouve un titre. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. J'avais pensé à un petit truc, j'avais pensé à Internet Science. Comme ça faisait Internet Science. Ça, on peut faire un joli logo avec des déhances. Des hanches de panier. Ouais, c'est de savoir. Un gros panier avec. Ouais, C'est bien. Ouais, c'est bien dans le thème et tout. Ouais. Ouais, c'est bien. Oh, vu qu'on est 3, j'avais pensé à trisopide. Non, je sais pas. Ah oui, non, mais si. Mais si. On est dans un labo. On est 3. Je propose donc... Ah non mais si, je sais, le moment où on parle de l'origine du vol, on pourrait faire venir Riva par exemple, qui parlerait en comoréen, comme si on faisait venir un spécialiste, puis c'est traduit par-dessus, tu sais, et il expliquerait comment il a commencé à voler des bonbons, et puis après des mobylettes et tout. Ouais. C'est un peu raciste quand même. Ouais, c'est très raciste. Non, ça passe. Aussi, ça Moi passe. aussi, c'est pas... Ça passe. Bon. Voilà, merci d'avoir regardé ce premier épisode de LaboCube, on espère que vous avez trouvé ça instructif. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, nous on reviendra avec une deuxième partie sur le sujet et on se fera un plaisir d'y répondre. Plus de contenu va arriver sur la chaîne bientôt, donc évidemment vous pouvez vous abonner, je vais vous mettre des liens de je sais pas où, là, cliquez où ça s'affiche. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux également, donc voilà, à chaque fois c'est facile, hein, c'est nanana/le-labocube, hein, donc youtube.com le labocube, Facebook le labocube, voilà, je vais vous mettre les liens pareil, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, salut!